Salut à tous les amis, c'est Loïc, bienvenue dans le carré. Avant de commencer, tu connais l'histoire, tu t'abonnes, tu mets la petite cloche. C'est important la petite cloche, sinon tu seras pas prévenu de toutes mes vidéos. Allez, prends soin de toi. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, ravi de vous retrouver pour un nouveau dans le carré avec un invité exceptionnel puisque c'est tout simplement le Français le plus influent du poker dans le monde. Je vais recevoir aujourd'hui Monsieur Grégory Chauchon, numéro 2 des WSOP. Mais juste avant, bande annonce! De paire. Oh oui, allez, allez. Pour la gloire, et oui, c'est mon nouveau documentaire qui sortira dans quelques semaines où on pourra justement suivre la team Nutser. Et c'est aussi grâce à Monsieur Grégory Chauchon qu'on a pu avoir accès pour la première fois à tous les coulisses des WSOP. Ça arrive bientôt, je sais que vous êtes impatients, je travaille sur les dernières petites finitions et ensuite on va pouvoir en profiter. On attaque tout de suite l'interview. Salut mon Greg. Salut Loïc. Alors mon Greg, première question, quel bilan tu tires de ces WSOP? Quel premier bilan tu peux en tirer? Le premier retour c'est celui des joueurs d'abord qui est plutôt positif. Il y avait des craintes par rapport au fait de partir du Rio et de venir sur le strip. Voilà, le parking, l'affluence des casinos en dehors des WSOP, c'était des casinos qui ont de la vie et donc les gens craignaient que ça soit un peu le foutoir, mais franchement les gens sont très contents, les salles sont magnifiques, beaucoup plus d'espace qu'avant, beaucoup plus de fonctionnalités, d'options de restauration. En 2 minutes on va dans n'importe quel casino du strip, donc c'est quand même beaucoup plus pratique et ça fait quand même beaucoup plus sens pour les World Series d'être sur le strip. Et en fait c'est la première année de l'histoire que les WSOP sont sur le strip, puisque avant le Rio c'était Downtown, donc qui n'est pas le strip. Donc cette année, voilà, ça marque le début de l'histoire des WSOP sur le strip et franchement pour le moment on est ravis. La nouveauté Greg cette année, c'est que vous avez été obligé de partir du Rio, de ce lieu mythique pour de nouveaux casinos. Alors tout simplement pourquoi? Pourquoi on a été obligé de changer? Parce que tout simplement le Rio on l'a vendu. Le Rio, évidemment, tu sais que les WSOP on appartient au groupe César. Donc il y a une dizaine de casinos à Vegas, une quarantaine dans les États-Unis. Et comme tu l'imagines, une de nos prérogatives, c'est d'organiser l'événement dans un de nos casinos. Le Rio étant vendu, on devait trouver un nouveau lieu. Donc on a fait pendant plusieurs mois, voire presque une année, le tour de tous les casinos pour savoir quelle était la meilleure option possible. Et le Bally's et le Paris, finalement, c'était le choix logique. En plein milieu du strip, des salles de convention énormes. Et voilà, la difficulté pour nous c'était de convaincre en interne de dire qu'on avait besoin des 2 casinos pendant 8 semaines. Tu vois, par exemple au César Palace c'est quelque chose qui est impossible. D'isoler les salles de convention comme ça, c'est impossible. Donc là franchement on est ravis, Greg, toi à titre personnel, qu'est-ce que tu retiens des 2 années passées sous Covid? Je pense que tout le monde a eu 2 années compliquées, hein. Je connais personne qui t'a dit qu'il a vraiment profité des 2 années, mais moi j'en ai retenu, en dehors des problèmes personnels ou professionnels, c'est qu'on a continué évidemment nous à travailler, on a une équipe un peu plus réduite. Les gens nous demandent toujours combien de personnes on est au WSOP et personne ne me croit quand je le dis, mais à temps plein on est 6 personnes en fait, c'est pas beaucoup. Quand certains de nos concurrents sont une 50aine de personnes, etc. Donc on a vraiment diminué les équipes, recentré et donc ça permet d'avoir une activité plus enrichissante à titre personnel et professionnel. Et moi, l'image qui m'a marqué, c'est vraiment le strip vide,
cette vidéo que j'ai faite où je marche, je traverse le strip sans une voiture, sans une personne autour de moi. Et je pense que c'est une image que je vais garder parce que je ne suis pas sûr de revoir ça une fois dans ma vie. Mais c'est l'image qui m'a marqué du Covid en fait. En octobre 2021, tu avais décidé quand même de faire les WSOP après des années compliquées à cause du Covid. C'était pas tout à fait les WSOP quand même, non? C'est vrai qu'octobre, on l'a fait. Je dis pas qu'on était forcé de le faire, mais on l'a fait dans des conditions, quand tu imagines, pareil, ça va rester dans l'histoire. On avait obligé les gens à être vaccinés contre une maladie, il y avait des restrictions de masques. Quand tu vois avec le recul, c'était quand même un cauchemar de vouloir organiser un truc de notre ampleur dans des conditions comme ça. C'est comme d'organiser des festivals de musique ou des grosses conventions, alors qu'on a des restrictions de contact. Et dire ça ne va pas ensemble. Donc, avec le recul, bon, on l'a fait, on l'a bien fait, on n'a pas eu de problème. Les chiffres ont été quand même positifs et les gens ont été contents, mais c'est une année, moi, que j'ai un peu envie d'oublier, tu vois. Chaque année au WSOP, il y a forcément des nouveautés, plus de jetons, plus de re-entry, des nouveaux formats, les Mystery Bounty. Comment vous réfléchissez dans votre équipe à toutes ces nouveautés? C'est une bonne question. En fait, c'est vrai qu'il y a deux choses. D'abord, les gens attendent des WSOP chaque année les nouveautés. Et tu as raison, quand on dévoile le programme, la première chose que je demande, c'est quoi les nouveautés? C'est quoi le nouveau tournoi? C'est quoi le nouveau format? C'est quoi? Il faut qu'il y ait de la nouveauté. Donc toutes les années, d'abord, on se creuse pour trouver des nouvelles choses. Le Mystery Bounty, ce genre de choses, c'était nos idées. Donc on essaie de trouver des nouvelles choses et en même temps, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi parce qu'on a une responsabilité et tu ne peux pas faire un tournoi qui est un échec et qui est un tournoi des championnats du monde de poker. Donc il faut trouver le bon équilibre entre trouver des nouveautés, faire des nouvelles choses, mais à la fois quand même ne pas faire n'importe quoi et aller dans le mur. Donc effectivement, tu donnes un exemple, les jetons, suivre un petit peu, on va dire, l'évolution du poker mondial et l'attente des joueurs, c'est quelque chose de très important. Il y a le re-entry qui me vient tout de suite à l'esprit où au tout début c'était le diable incarné, pas de re-entry. Ensuite on est tombé dans re-entry illimité. Il fallait que tous les tournois soient re-entry et nous on a pris maintenant un petit peu de recul avec ça où la plupart de nos tournois c'est un re-entry maximum. Et on a même des freeze-out cette année qui reviennent et je ne sais plus à qui je racontais ça, mais est-ce que tu es capable de me citer un main event dans le monde qui n'est pas re-entry? Et je ne crois pas que ça existe en fait. Je crois que ça n'existe plus en fait. Donc nous, notre main event, il est freeze-out et là on a une série, je crois qu'il y a une dizaine de tournois qui sont freeze-out, qui font un carton énorme parce que les gens sont demandeurs, tu vois. Donc il faut suivre les tendances, mais voilà, il faut aussi avoir notre propre vision. Et je pense que, à titre perso, ce dont je suis le plus fier, je pense que c'est les tournois en dessous de 1000 $. Quand j'arrive au WSOP, le tournoi le moins cher, c'est 1000 $. Et il y a un débat qui est, c'est une hérésie de faire un bracelet à moins de 1000 $. Pourquoi on ferait ça? On va dénaturer les WSOP. Et je pense que les gens se sont trompés en pensant que les WSOP, ça devait être réservé à une élite. C'est pas ça les WSOP. Les WSOP, c'est un tournoi où tout le monde peut participer, tout le monde peut gagner. Ce qui a fait le succès du WSOP, c'est Chris Moneymaker. C'est un mec qui vient de nulle part, qui se qualifie pour 50 $ et qui devient champion du monde et qui gagne 2,5 millions de $. C'est pas 50 joueurs privilégiés qui jouent un gros tournoi autour d'une table et qui sont les meilleurs joueurs du monde. C'est pas ça les WSOP. Et donc, en 2015, on décide de faire le Colossus. On se fait défoncer, c'est le bon mot, en disant « Mais vous vous rendez pas compte, 500 $, qu'est-ce que vous faites? C'est une honte, c'est plus les WSOP. » Et cette année-là, on fait le Colossus avec le succès qu'on connaît. Et le chiffre que je cite souvent, c'est qu'on a eu 12 000 joueurs au Colossus qui n'avaient jamais joué un tournoi des WSOP. Quand on a sorti ces statistiques et qu'on l'a donné à tout le monde a dit « Ah, mais c'est génial! Vous vous rendez compte, ils ont amené des nouveaux gens à jouer au poker. » C'est des gens qui jouaient jamais au WSOP, qui jouaient nulle part ailleurs et qui sont venus jouer parce que c'était 500 $. Et je pense que c'est la clé, c'est qu'il faut trouver et qu'on ait un éventail assez large pour offrir des tournois à 500 $ pour les joueurs lambda du monde entier qui veulent avoir une chance de dire j'ai joué à WSOP, je peux devenir champion du monde. Et puis des tournois à 250 000 $ comme cette année pour les grands joueurs, les high rollers. On veut voir ces joueurs-là autour d'une table. Et notre mission, c'est d'avoir l'éventail complet et au final d'avoir le main event où tout le monde se retrouve, la kermesse, et là-dedans, n'importe qui peut devenir champion du monde. Mon Greg, c'est quoi le plus compliqué quand on arrive au WSOP pour travailler dans cette belle institution? Moi, quand je suis arrivé, c'était d'être français. C'était ma première crainte. C'est-à-dire que
les WSOP, c'est quand même s'il y a plus de 110 pays représentés, c'est une institution américaine. On parle de Texan des années 70, c'est une marque très américaine. Tous les gens qui travaillent là-bas sont américains. Donc moi, ma première crainte, c'était mais qu'est-ce qu'ils vont dire d'un Français avec son accent franchouillard qui vient dans voilà, une institution. Et en fait, pas du tout. En fait, au contraire, ils sont très fiers de ce côté international. Les joueurs, les gens qui travaillent avec moi, voilà, ils sont très ouverts. Et finalement, ça n'a pas été du tout un problème. Et ce qui a été une crainte, en fait, j'en ai fait une force. Et je leur ai donné en fait une autre vision. C'est-à-dire que, évidemment, ils connaissent très très bien et mieux que personne le marché américain, mais ils ne connaissaient pas forcément les joueurs français, les joueurs européens, les joueurs asiatiques. Et je pense que c'est l'évolution des dernières années et à venir prochainement, c'est qu'on doit s'ouvrir au reste du monde et continuer à attirer des joueurs du monde entier. Et je pense que c'est ça la mission principale, c'est développer le poker, c'est-à-dire le rendre plus accessible à des joueurs partout dans le monde, pas seulement à une élite et à des joueurs qui sont déjà fans de poker. Donc faire venir des nouveaux joueurs et les faire venir de territoires où pour le moment ils ne viennent pas. Donc l'Asie est un bon exemple, l'Afrique et même l'Europe. Il y a plein de pays où les gens ne viennent pas au WSOP et c'est dommage. Et c'est comment d'ailleurs de travailler avec des Américains? Je pense qu'il y a deux choses. D'abord, les Américains, ils sont très fiers évidemment de leur culture et de leur histoire. Donc il faut faire très attention à ce qu'on fait et ce qu'on dit. Ils ont une culture qui est très différente de la nôtre malgré tout. Mais ils sont aussi très respectueux de la nôtre et par exemple la France pour eux c'est quelque chose de très particulier. Ils sont toujours très fiers de dire qu'ils ont été en France ou qu'ils connaissent des Français. Et donc malgré ce qu'on peut penser, l'Américain moyen qui pense qu'il n'y a pas de passeport, qui n'est jamais sorti des États-Unis, on voit souvent ces reportages où ils ne savent pas placer la France sur une carte du monde ou ce genre de choses, ça existe. Mais ils sont quand même très ouverts au reste du monde et ils sont quand même très, très accueillants. Et c'est quand même quelque chose dont je me suis rendu compte, c'est les préjugés qu'on a sur eux. Ils sont quand même très sympathiques. Alors, il y a beaucoup d'hypocrisie, de « t'es mon meilleur ami », ce genre de choses. Mais en fait, à vivre au quotidien, c'est quand même vachement plus agréable que de ne pas connaître son voisin. Je parle de la France, après je pense que c'est peut-être très parisien. Mais les interactions avec les voisins, moi quand je me suis installé ici, mes voisins sont venus se présenter en m'offrant un gâteau, un cheesecake, tu vois, en me disant bienvenue, voilà. Alors encore une fois, c'est peut-être parce que je suis parisien, mais c'est un truc qui arriverait jamais à Paris, quoi. Donc j'ai été très surpris par ça, l'accueil, le côté chaleureux et l'ouverture finalement qu'ils ont sur le monde. Et franchement, je regrette pour rien. Et pour le moment, je ne me vois pas rentrer en France, ça c'est sûr. Je pense que ça va être ta question d'après, mais ça fait 8 ans que je suis là. Je ne me vois pas rentrer dans les 10 prochaines années, si c'est la question. Tu vis à Las Vegas, c'est quand même étonnant pour la plupart des gens, ça fait rêver certaines personnes, ça doit même en inquiéter peut-être d'autres. Alors c'est quoi la réalité de vivre à Las Vegas? Ben ça c'est marrant, c'est la première chose qu'on m'a dit quand je suis venu ici. Ils m'ont dit, tu vas voir quand dans le reste du monde tu vas voyager et qu'on va dire où est-ce que tu habites et que tu vas dire Las Vegas, les gens ils vont avoir des yeux comme ça en disant mais Las Vegas, on peut habiter à Las Vegas, ça existe ça? Parce que les gens voient le strip, les hôtels, la fête et ils se disent il n'y a rien en dehors, mais il y a presque 3 millions d'habitants maintenant à Vegas. Donc quand on sort du strip, on a une vie très familiale, calme, franchement un train de vie super. Il y a beaucoup de Californiens qui bougent de Californie pour venir vivre à Vegas parce que c'est quand même vachement plus agréable que la Californie sur plein de plans et on est tout près. Tu es à 4 heures de voiture de Los Angeles, 1 heure d'avion. C'est quand même très facile de venir de bouger de Las Vegas. Mais ouais, c'est génial. Moi, c'était un rêve de gamin de vivre à Vegas. Et puis, je venais tous les étés pour les World Series quand j'ai travaillé pour Barrière, pour Party Poker, etc. Et j'avais vraiment la vision du strip, mais chaque fois que je venais ici, pour moi, c'était un pèlerinage et j'étais heureux de venir ici. Jamais je me suis dit que j'arriverais à habiter ici. Et puis, quand l'opportunité s'est présentée, j'ai foncé. Hein. Ça fait longtemps, mon ami, que toi et moi, on est dans un classement que tout le monde lit, tout le monde critique, mais ça, évidemment, c'est le propre des classements. C'est le classement des 25 personnalités les plus influentes du poker français, fait par l'ami Julien Tissot. T'as fait quoi d'être numéro 1 depuis toutes ces années? Bon, effectivement, comme tu as dit, c'est subjectif. Moi, j'aimais bien ce classement, pas pour l'ordre, etc., mais j'aimais bien parce que ça mettait en avant des gens qui travaillent,
des gens qui font des choses. Alors c'est le moment, c'est pas le moment de te lancer des lauriers, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a très peu de gens qui essayent de faire des choses et que pendant des années, le poker en France, c'était quand même très mou, très fermé et on n'aimait pas trop ce qui était nouveau et les gens qui essayaient de faire des choses. Et puis toi et d'autres personnes, vous êtes arrivés en mettant un peu un coup de pied dans la fourmilière en disant nous on fait des choses, on avance. Alors ça ne plaît pas à certains, mais ça me fait sourire parce qu'aux États-Unis tu serais une star. Voilà, les gens qui font des choses, qui créent. Ici, tu vois les gens sur les réseaux sociaux, des influenceurs. Ici c'est devenu des stars, tu vois. En France on dit ah il fait son truc, il fait son machin, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On s'en fout, tu vois. On avance, on fait des choses. Moi, le classement, je pense que c'est pas, je le prends pas personnel en fait, je le prends pour la fonction. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai compris aussi en venant ici, c'est que les WSOP, c'est au-dessus de nous, donc de moi. Et donc en fait, c'est la fonction qui donne de l'influence et qui donne de l'importance plus que la personne. La marque, elle est plus importante que moi. Elle sera là après moi, elle sera là après nous, même tous les gens qui travaillent ici, on en a conscience. Et c'est pour ça que on n'a pas trop tendance à se mettre en avant à titre perso, mais même quand je fais des émissions ou des reportages, et c'est pour ça que j'ai mis aussi longtemps à faire ça, c'est que j'ai plutôt tendance à vouloir mettre en avant les WSOP et l'événement plutôt que ma personne, puisque en fait, ce qui intéresse les gens, c'est la personne qui est directeur de WSOP, c'est pas Grégory Chauchon, tu vois. Donc il faut garder beaucoup d'humilité là-dessus. Je prends du recul, mon entourage le fait aussi, mais c'est une fierté parce que voilà, on est dans un petit milieu et que le jour où j'ai envoyé à ma grand-mère, qui est la première à avoir mis dans les casinos, que j'étais devant Patrick Bruel dans un classement, voilà, ça m'a fait plaisir. C'est ce que j'ai toujours dit à Julien. C'est plus ça qui me fait plaisir que de dire numéro 1, 2, 3, voilà. Et je pense que ce qui est important, ce qui doit faire plaisir, c'est d'être dans le classement et c'est pour ça que c'est la même chose pour toi. Plutôt que l'ordre ou ce genre de choses, ça me fait sourire plus qu'autre chose. C'est quoi ta vision de l'industrie, toi, de la manière dont les gens parlent du poker, des médias? C'est un peu ce que je viens de t'expliquer, c'est-à-dire que pendant des années, on était dans un milieu très fermé, protégé, c'était toujours les mêmes personnes qui faisaient les mêmes choses, pas toujours très bien, beaucoup de gens qui venaient du monde des jeux et qui n'avaient pas la vision, il faut ouvrir le poker à tout le monde, etc. Et puis des gens sont arrivés en disant non, il faut que ce soit quelque chose de masse. Je pense à des gens comme Apo, à toi, voilà, des gens qui n'allaient pas avec cette vieille école et les gens ont un peu regardé en disant mais c'est quoi ça? Et enfin, on se rend compte qu'en fait, ce qui est important, c'est ça, c'est les gens qui font des nouvelles choses, qui essayent, qui développent. Et ce que fait Apo, ou ce que tu fais toi en termes de contenu, c'est hyper important parce qu'en fait, il n'y a que ça qui reste que si tu regardes avec le temps. Les autres disparaissent, les autres sont dans leur petit monde fermé. Alors il y a aussi que le poker avait quand même une image un peu sulfureuse en France, elle l'a toujours. Il y a quand même 2 reportages sur 3, voire 3 sur 4 en France sur le jeu qui sont la triche, l'addiction, ce genre de choses. On l'a vu sur le reportage de TF1 qui était quand même pas mal, tu vois, quand tu isoles la partie poker, c'est intéressant. Il n'y a pas trop d'addiction, il n'y a pas ça, mais ils sont obligés de te mettre à côté la mamie qui a perdu tout son argent au casino, ce genre de choses, qui n'a aucun rapport avec le poker ou avec ce qu'on fait, mais parce que dans l'esprit des gens, il y a ce problème culturel. Et c'est une des raisons pour laquelle je suis parti de France, c'est qu'il y a quand même un problème culturel sur le jeu et sur le poker. On associe ça à voilà, les voyous, l'addiction. Il n'y a pas ça du tout ici, hein, aux États-Unis, pas du tout. C'est un sport ici, on est fiers de dire qu'on joue au poker, les gens sont fiers d'envoyer à leur famille. Je suis en tape télé, il y a ma page, il y a mon résultat sur WSOP. Là, j'ai encore des gens, des hommes d'affaires qui me disent il ne faut pas que j'apparaisse, tu vois. Je veux dire, on est en 2022 et tu as encore des gens qui disent je ne peux pas parce que tu te rends compte en France, si on tape mon nom et qu'on voit que j'ai un résultat de poker sur Google, ça ne va pas le faire. Tu vois, c'est ce qui m'embête avec la France. Et je ne sais pas si ça changera. On a un problème avec l'argent, le succès, le jeu, tout ça, c'est tabou. On ne dit pas ce qu'on gagne, on ne dit pas... Voilà, ça fait mauvais genre de dire qu'on a joué au poker. Et puis quand un joueur joue à un tournoi au buy-in de 50 000, ce qu'ils vont écrire, c'est ou qui a 2 millions de jetons, ils vont dire il a perdu 2 millions, ils ne comprennent rien, ils vont tout associer, il faut qu'il y ait un gros chiffre, une grosse perte. Et c'est dommage. Patrick Bruel a beaucoup fait, on le voit un peu moins, je trouve que c'est dommage parce qu'on a besoin de gens comme ça en fait, pour expliquer aux gens ce que c'est. C'est un sport, c'est un jeu incroyable, avec des émotions. Ici, voilà, on crée des histoires.
On parle des gens qui sont arrivés du fin fond des États-Unis, qui deviennent champions du monde. On ne parle pas de je me suis ruiné au jeu, etc. Oui, ça existe, mais les gens qui boivent un verre de vin ne sont pas tous alcooliques. Les gens qui fument une cigarette ne vont pas tous avoir un cancer. Je veux dire, il ne faut pas tomber dans l'excès. Donc oui, le jeu, ça peut être dangereux, mais les World Series et les tournois de poker, pour moi, ce n'est pas du jeu d'argent, en fait. C'est de la compétition. Alors Greg, la fameuse question évidemment que tout le monde se pose. Quand on gagne un bracelet, est-ce qu'on est champion du monde? C'est une bonne question. Champion du monde, c'est vaste. Je pense que dans l'inconscient des gens, on sera toujours champion du monde. Parce que les WSOP, c'est les championnats du monde. Et ils voient ça ici un peu comme les Jeux Olympiques. Et donc, chaque médaille d'or, t'es champion olympique en fait. Alors, champion olympique du 100 mètres, champion olympique de natation. Ici, c'est champion olympique du Deuce to Seven triple draw, de tel autre tournoi. Nous, c'est vrai que le champion du monde 2022, c'est le gagnant du main event. C'est comme ça qu'il est appelé, c'est comme ça qu'on le nomme et c'est important pour nous. Maintenant, les autres gagnants de bracelets, je pense que dans l'inconscient des gens, ça restera des champions du monde. C'est les champions du monde. Ils ont gagné un bracelet WSOP, donc c'est les champions du monde. D'ailleurs, qui dit que, comment il s'appelle, Patrick Bruel, il est champion du monde. Si tu demandes à n'importe qui dans le monde, Patrick Bruel est champion du monde. Il a gagné un bracelet. Donc je pense que il y a la dénomination officielle qui, nous, est Gold Bracelet Winner, donc un gagnant de bracelet. Mais dans le reste du monde et même aux États-Unis, on dit champion du monde. Il y a les WSOP, il y a les WSOP Europe, il y a les WSOP Circuit, il y a les WSOP sur Internet, sur GG Poker. Greg, est-ce que trop de WSOP, ça peut tuer les WSOP? Alors je pense que finalement, grâce au online et à cause du Covid, nous par exemple, on a créé les WSOP Online, qui était un truc qui n'existait pas, qui a eu un succès énorme grâce à notre partenaire, GG Poker, mais ça a permis d'amener des nouveaux joueurs à jouer les WSOP, à jouer au poker tout court. Et je pense que c'est ça la clé, c'est que pendant des années on s'est reposé. On a eu le boom du poker aux États-Unis, nous dans les années au moment de Moneymaker, donc 2003, 2005 jusqu'au Black Friday. En France un peu plus tard avec Patrick Bruel. Et en fait, dans ces périodes après boom, je pense que c'est assez constant. Alors peut-être un léger déclin au fur et à mesure des années, voilà. Et finalement, on attend un nouveau boom. Nous, notre nouveau boom aux États-Unis, c'est clair, c'est le online. On attend que les principaux États ouvrent, notamment la Californie, qui, selon les chiffres des gens, peut représenter entre 5 et 10% du marché mondial en termes de jeux en ligne, d'après les chiffres qui existent du passé. Donc on parle d'un truc énorme. C'est clair que quand ça va rouvrir, ça va permettre à des joueurs récréatifs de reprendre, de jouer de façon plus régulière et donc de participer à des WSOP, à des événements live. On a besoin d'un nouveau boom. Ça va venir un jour. Maintenant, ça fait 10 ans qu'on en parle, donc je ne sais pas. Mais ça va arriver un moment. Donc nous, on est prêts pour ça. Et la deuxième chose, je pense, c'est une belle histoire. C'est-à-dire que le Moneymaker, si tu regardes les champions du monde des 10 dernières années, malgré tout, c'est quand même des joueurs qu'on connaît. Alors à l'exception de un ou deux, mais on n'a pas eu une histoire à la Moneymaker. Peut-être pour la France, il faudrait un champion du main event, tu vois. Je pense que ça ferait un buzz. Mais même ici, on a besoin d'une belle histoire. Peut-être une femme, tu vois. Ou quelque chose d'un peu particulier pour que ça permette aux médias généralistes d'en parler, en fait. Peut-être une personnalité du monde public, tu vois. Mais on a besoin d'histoires comme ça. Et nous, chaque année, dès qu'on arrive à 50 left, ce qu'on fait, c'est qu'on screen chaque joueur et on regarde les histoires de chaque joueur. Et après, on a évidemment des préférences pour que, tu vois, que ce soit un de ceux-là qui arrive au bout et qu'on ait une vraie histoire à raconter. Après, j'adore Corey Aldemir. C'est un type génial, un super ambassadeur et il est incroyable. Mais c'est quelqu'un du poker. Et donc, quand Corey Aldemir gagne le main event, c'est génial pour le microcosme, mais ça ne sort pas de notre histoire. Si Gaël Bowman avait gagné, une femme championne du monde de poker, tu peux te dire que ça va partir dans tous les sens.
Donc, ou un Benjamin Pollack ou un Antoine Saoud pour la France, ça aurait été énorme pour la France. Et pareil, je pense qu'on aurait eu des médias généralistes français qui en auraient parlé, et peut-être que l'année d'après, on aurait eu des gens qui seraient mis au poker, tu vois. Tu parlais tout à l'heure des responsabilités, de l'histoire, etc. C'est la première chose quand je suis arrivé ici que moi je me suis mis à titre personnel et c'est marrant parce que je suis limite un des plus conservateurs alors que je ne devrais pas l'être. Mais je me suis mis beaucoup de pression à me dire que c'était très important de ne pas dénaturer ce qu'étaient les WSOP, qu'on a la responsabilité de la marque et des années et de l'histoire. On parle de quelque chose de 1970, c'est une institution ici, c'est ce que je disais tout à l'heure. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. On a une responsabilité et chaque année on se pose la question du nombre de bracelets, des marques qu'on développe dans le reste du monde et franchement on a des débats. On fait même appel à des gens extérieurs, des joueurs, des médias. On se pose des questions, c'est quoi la limite, le nombre de bracelets, est-ce que ça fait du sens d'avoir des WSOP Europe, des WSOP Online, le Colossus et franchement on a des vrais débats et je pense qu'on devrait même inclure, peut-être que je te proposerai dans quelques semaines si tu veux participer à ce genre de choses. On a besoin d'avis extérieurs et au final, c'est évidemment nous qui décidons, mais c'est hyper compliqué parce qu'en fait, il n'y a pas de réponse. C'est pas binaire, c'est pas oui ou non, c'est pas tu devrais le faire ou tu ne devrais pas le faire. Tu vas tomber sur des gens qui vont te dire c'est génial, il faut le faire. Tu vas tomber sur des gens qui vont te dire il ne faut pas le faire. Et même des fois, quand la majorité dit qu'il ne faut pas le faire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Le Colossus, c'est un très bon exemple. 80% des gens qui jouaient les WSOP, si tu leur demandes il faut faire le Colossus, ils te disaient non. Ils te disaient non, il ne faut pas. Descends pas en dessous des 1000 $, c'est la limite. Maintenant, avec le recul, tout le monde te dit c'était génial. On a fait un tournoi avec 28 000 joueurs pour les 50 ans des World Series. Les gens te disent il ne faut pas faire ça. Et puis finalement, si, c'est génial, c'est la fête du poker. Donc il ne faut même pas écouter, c'est même pas une histoire de majorité. C'est une histoire de est-ce que tu crois que c'est bien pour le poker et pour la marque. Et ça, c'est hyper subjectif. Donc le nombre de bracelets, c'est pareil, ou les WSOP Europe, les WSOP Online. Il y a 10 ans, si tu dis aux gens ici, on va faire des bracelets online, c'est une hérésie. Et pourtant, après les WSOP Online, comme tu dis, on a atteint ça a permis à des joueurs en Asie, un peu partout dans le monde, de jouer, de gagner des bracelets. Est-ce que ça a la même valeur que Vegas? J'en sais rien, c'est pas l'histoire. Nous, c'est est-ce que c'est bon pour la marque et pour le poker? Et la réponse, je pense qu'elle est oui. Et c'est la question qu'on se pose dans chaque nouvelle chose qu'on fait. Maintenant, c'est sûr qu'on va se tromper, hein. On n'est pas parfait. Et ça, on le dit souvent. Des fois, on rétro-pédalage sur certains sujets, on change de structure, on enlève des tournois, ça arrive. Tu vois, je pense à un truc où j'ai beaucoup participé, c'est le tournoi par équipe, le tag team. C'est un tournoi, moi j'ai beaucoup poussé, c'était un peu mon bébé. Il y a beaucoup de gens qui disaient c'est une hérésie du poker de faire un tournoi par équipe. C'est pas possible de faire ça. On parle des championnats du monde de poker, c'est un sport, un jeu individuel. Et on se rend compte que c'est probablement un des 3 ou 4 tournois les plus fun des WSOP. Cette année, on a eu à peu près 1000 équipes qui l'ont participé. Avec, on est sur la table finale, l'équipier qui est derrière, alors il ne peut pas participer au coup, mais on se tape dans les mains, l'autre vient participer à la main d'après, on peut changer à n'importe quel moment. Ah, c'est un truc incroyable, ça donne une ambiance exceptionnelle. Et voilà, c'est le genre de choses, je pense qu'il faut qu'on continue à faire, mais il faut faire attention. Et si on se trompe, c'est pas grave, il faut admettre qu'on s'est trompé, il faut être suffisamment humble pour reconnaître nos erreurs. Et dire eh ben, ça on le fera plus. Et comme dit ma grand-mère, en essayant on se trompe souvent, en essayant pas on se trompe toujours. Et ça c'est très français, si on ne fait pas parce qu'on ne veut pas faire d'erreur, et je pense que ça te correspond bien à toi aussi. Tu fais des choses, ok, tout n'est pas parfait, personne ne peut faire parfait. Mais si tu fais pas, bah, tu fais rien, et si tu fais rien, bah, tu n'avances pas. Donc finalement il faut faire, il faut se tromper pour trouver des nouvelles choses et faire des nouvelles choses. Donc voilà, et je pense que tous tes documentaires, tous tes reportages, ils ne sont pas tous parfaits. Et alors? Ils ont des avantages, des inconvénients, mais au moins tu fais et donc tu avances. Nous, c'est pareil. On crée des choses, on fait des choses, tout n'est pas parfait. Le nombre de bracelets, des développements à l'international, c'est peut-être pas parfait, mais on essaye. Et si on voit qu'on se trompe, on revient en arrière. Quand on est numéro 2 des WSOP, Greg, qu'est-ce qu'on fait après? On devient numéro 1? Alors déjà, le poste de numéro 1, j'ai beaucoup parlé avec mon boss de ça. C'est pas quelque chose que je vise, pour plein de raisons. C'est pas un manque d'ambition, mais je pense que ça doit rester... on parle du visage des WSOP aujourd'hui, il y a Ty Stewart, donc
le grand patron, et puis il y a Jack Eiffel qui est le boss au niveau opérationnel, qui est le visage des World Series. Je pense pas que ça soit une bonne idée d'avoir un Français qui donne l'image des WSOP. À titre perso, je pense pas que ça soit judicieux. Je pense que c'est trop risqué. Même, tu vois, quand on a notre partenariat avec GG Poker, qui est une boîte coréenne, oui, c'est notre partenaire, mais on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Quand je te disais le poids de l'institution, etc., ce n'est pas une histoire de racisme ou de dire, voilà, mais c'est qu'on parle du visage des WSOP. Ça doit rester un visage américain, connu des Américains. Et donc, non, je me vois très bien ici, j'adore ce que je fais. On a encore beaucoup de choses à venir. Je touche du bois, mais dans les mois à venir, vous allez voir probablement des évolutions gigantesques qui vont probablement changer les WSOP à tout jamais. Donc là, je tease un peu, mais il va se passer des choses. Et si ça se passe comme je l'espère, je suis là pour un bon moment. Donc ça, c'était la première partie de ta question. La deuxième, c'était quoi? J'ai oublié. Est-ce qu'il y a quelque chose de mieux que ce que tu es en train de faire là? Ah non, non, c'est une très bonne question. On me l'a posé, notamment ma mère qui me dit quand est-ce que tu vas rentrer en France. Et en fait, le problème, c'est exactement ça. C'est que dans le poker, je pense qu'en fait, il n'y a pas mieux. Donc si je reviens en France, ça ne sera probablement pas pour du poker. Soit je serai suffisamment vieux pour me retirer et je ferai office de conseiller pour des groupes de casinos ou des clubs pour m'amuser. Mais je ne me vois pas rentrer en France. Alors, pour être honnête, on m'a déjà proposé des postes en Europe ou en France, mais c'est impossible. Quand tu t'es occupé de la Coupe du Monde de foot, c'est difficile d'aller t'occuper du championnat de France ou de la Coupe de la Ligue après, tu vois. Donc, je ne me vois pas avoir un autre job en France dans le poker. Maintenant, j'ai une deuxième passion qui est le sport, où j'étais avant. Je me vois peut-être dans le futur, pourquoi pas, rebasculer un jour dans le sport, tu vois. C'est ma deuxième passion. Mais pour le moment, il y a encore des grosses choses à faire ici. Moi, j'ai deux objectifs, c'était battre le record du main event, donc j'espère que ça va arriver là. Et la deuxième chose, tu sais qu'on a un chiffre magique, c'est 10 000, c'est d'atteindre les 10 000 joueurs au main event. Si j'atteins ces deux choses-là déjà, je serai pas loin d'avoir fait ce pourquoi j'étais venu. De ton métier et du prestige générant à ton métier, qu'est-ce que tu retiens d'abord? Bah, moi, ce que je retiens, c'est les rencontres, en fait. J'ai rencontré mon boss, Ty Stewart, alors que j'étais chez Barrière, qu'on organisait les WSOP Europe. C'est une rencontre incroyable, c'est devenu mon ami et ça a changé ma vie puisqu'il m'a dit viens me rejoindre et être mon bras droit au WSOP. Évidemment, c'était un rêve d'aller à Vegas et de bosser pour les WSOP, mais ça s'est fait sur une rencontre. Un jour, je raconterai ça, mais dans une voiture, un aller-retour à Deauville, on s'est retrouvés tous les deux. On a refait le monde pendant 2 heures et en sortant de la voiture, il m'a dit tu viens à Vegas avec moi. Et donc, ce que je dirais aux gens, c'est pas à croire en ses rêves parce que ça, c'est un peu facile, mais c'est juste, il faut croire dans les rencontres. Et moi, je crois beaucoup à ça. Et depuis que je suis ici, j'ai fait des rencontres incroyables. J'ai une chance, mais je parlais l'autre jour de mon répertoire téléphonique, mais je sais pas, j'ai rencontré Bill Clinton, Neymar, des gens incroyables, tu vois, de tous les horizons. Et moi, ça m'a marqué, tu vois, d'avoir cette expérience-là, de pouvoir côtoyer des gens comme ça. J'aurais jamais imaginé ça. Et ça s'est fait parce que j'ai eu une bonne rencontre, un bon endroit au bon moment. Alors oui, j'ai travaillé comme tout le monde, mais j'ai fait la bonne rencontre, j'y ai cru. Et je pense que c'est ça, voilà, ce que je retiens en fait, c'est d'y croire, de s'investir à fond. Et je pense que si on travaille bien et qu'on respecte les gens, eh ben, on a tous à un moment une chance d'être au bon endroit au bon moment et que ça peut tourner dans son sens. Je pense que c'est ça la morale de l'histoire. Parce que pour répondre à ta question, il y a beaucoup de gens, et d'ailleurs dans le poker en France, je sais que beaucoup de gens se la posent, qui disent comment ça se fait qu'il est arrivé là, quoi. Il a dû gagner un concours de circonstances, c'est pas possible. Il est gentil, peut-être qu'il est bon, mais comment c'est possible, quoi? Comment tu arrives là-bas? Eh ben oui. Barrière, on fait les WSOP Europe, une belle rencontre et ça se passe bien et puis on me propose de venir. Voilà, ça aurait pu arriver à n'importe qui peut-être. Donc voilà, le destin. Je ne crois pas que les réussites arrivent à n'importe qui. Je ne veux pas dire que ça arrive à n'importe qui, mais je pense que tout le monde peut trouver sa place et faire des rencontres s'il se donne les moyens en fait. Donc il faut faire des choses, il faut voilà, il faut se donner la possibilité d'eux. Mais tu vois, si tu me dis ça il y a 10 ans,
J'imagine pas, tu vois. Donc, c'est même pas une question d'ambition ou de dire il faut avoir de l'ambition pour y arriver. C'est juste de te dire, fais ce que tu penses être bien, investis-toi à fond surtout, fais des choses, même si tu te trompes. Et puis on ne sait jamais, tu vas faire la bonne rencontre au bon endroit et voilà. Je pense que ton parcours aussi, le poker, etc., c'est des choses... même moi, le poker, il y a 15 ans, tu me dis ça, je dis, moi je suis dans le sport, je suis très bien, qu'est-ce que je vais aller faire le championnat du monde de poker, tu vois. Donc... On est arrivé par hasard et ça a été notre vie. c'est exactement ça. Et moi, maintenant, je suis arrivé dans le poker en 2008, alors que je pensais juste aller chez Barrière, m'occuper des tournois de poker et puis retourner dans le sport après. Donc, et maintenant, ça va faire ouais, 15 ans. Donc, voilà, il ne faut pas se faire des plans sur la comète, il faut croire dans les rencontres. Et puis, il y a des belles histoires qui arrivent. Bon, tu le sais, hein, je pense que tout le monde le sait ici. J'ai très peur de l'avion, mais je t'ai promis, l'année prochaine, je viens au WSOP. Là, franchement, si tu viens pas au World Series, je le prendrai à titre personnel. Si tu veux, je peux te fournir une prescription médicamentaire si tu veux te détendre en avion. Il y en a d'autres qui ont peur de l'avion et qui ont réussi, hein. Donc, il faut juste que tu t'organises bien, que tu te prépares. Mais être dans le poker et ne pas être au World Series, c'est une honte absolue, je te le dis. Mais tu comprends ce que je veux dire, tu peux pas. C'est super d'aller dans les tournois, les trucs associatifs, etc. Mais il faut voir une fois ce qui se passe ici. Tu es obligé. Parce que tu vas t'en souvenir toute ta vie et que c'est Vegas. Alors oui, c'est un peu superficiel, il y a les lumières, les paillettes, c'est très fatigant, etc. Mais si tu n'as pas vu ça, là j'ai la bande à Daniel Riolo, etc. qui arrive cette semaine, qui sont un peu des amateurs de poker, qui n'ont jamais vu les World Series. Et je pense que quand les gens arrivent là et qu'ils voient 600 tables et des tournois avec 20 000 joueurs, ils vont en prendre plein la tête. Et c'est ça qu'on retient ici et on passe une expérience incroyable. Merci mon Greg. Merci à toi. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau Dans le Carré. Ciao, ciao, ciao.